Bien, il est temps de redémarrer. Je vais vous inviter à prendre place, s'il vous plaît. Donc aussi bien les intervenants, et merci à vous d'être ici avec nous aujourd'hui, que les auditeurs. Donc merci mesdames et messieurs de prendre place pour qu'on puisse redémarrer, s'il vous plaît. Merci. Hugo, la parole est à toi. Est-ce qu'on m'entend bien? Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs les auditeurs de l'IHEDN, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je suis Hugo Placel, responsable pédagogique de la meilleure majeure de l'IHEDN, armement et économie de défense. Alors, je vais commencer par une rapide introduction sur ce qu'est l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde, titre le dernier ouvrage de Valérie Niquet et Marianne Perrondoise. Et c'est vrai que l'Indo-Pacifique est un concept relativement récent. En fait, dans les années 80, on parlait plus favorablement et plus facilement d'Asie-Pacifique, avec la création en 89 de l'APEC, et c'est encore un terme qui est préféré notamment par la Chine. Donc je vais donner quelques étapes historiques. Le concept d'Indo-Pacifique, il apparaît en 2007 au Japon dans un discours de Shinzo Abe, Premier ministre, enfin il n'était pas Premier ministre à l'époque, le discours sur la confluence des deux mers. Il apparaît aussi en Inde à peu près à la même période, et c'est vraiment le Japon, l'Inde et l'Australie qui vont façonner le concept. De 2007 à 2011, l'Indo-Pacifique a un peu oublié, et c'est vraiment le pivot vers l'Asie-Pacifique donné par l'administration Obama et Hillary Clinton qui va refaire un basculement complet des perceptions et des champs académiques et politiques sur ce concept d'Indo-Pacifique. En parallèle, donc 2011, pivot vers l'Asie-Pacifique, Indo-Pacifique. 2013, les nouvelles routes de la soie, qui est la conception chinoise de cet espace géographique. En 2013, l'Australie adopte le concept d'Indo-Pacifique, et nous, Français, il faut attendre 2018 pour que le MINARM d'abord publie sa première stratégie sur l'Indo-Pacifique, et suivi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et en 2020, on a Christophe Penaud, qui est premier ambassadeur de France pour l'Indo-Pacifique. Au-delà de ces bribes, ces étapes historiques, on voit que selon que ce soit le Japon ou l'Australie, on a une conception de cet espace Indo-Pacifique qui est géographiquement différent. Nous, par exemple, on va prendre en compte une partie de l'Afrique, alors que les Japonais vont se centrer sur le Pacifique et vont inclure les États-Unis. Et donc, moi, j'appelle ce concept un concept aux frontières fluctuantes, comme beaucoup de concepts géographiques d'ailleurs. Les frontières géographiques sont peu importantes, et on doit se demander, en fait, derrière ce mot Indo-Pacifique, quelle vision du monde on défend, et qu'est-ce que ça veut dire comme vision politique. En réalité, l'Indo-Pacifique, quand on s'intéresse au discours, c'est un ensemble de socles de valeurs. On parle, entre guillemets, d'espace libre et ouvert, un espace maritime principalement, et qui va se centrer sur la protection de la biodiversité et la sécurité maritime. Derrière ça, il y a quand même un concept militaire, il y a un basculement des alliances qui va se faire plutôt en réseau. Anciennement, on était sur un système d'alliance en étoile, donc centré au niveau bilatéral sur les États-Unis. Il y a une volonté avec l'Indo-Pacifique de passer à une architecture de sécurité en réseau, donc Japon avec la Corée, etc. Pour finir, l'Indo-Pacifique est tout ce que la Chine n'est pas. Démocratique, multiculturel, et c'est, en tout cas, c'est ce que la Chine dénonce, que le concept d'Indo-Pacifique est en lui-même un concept de containment de sa montée en puissance. Alors, c'est un espace qui, bien que libre et ouvert, n'est pas exempt de tensions géopolitiques. On peut citer la Chine et l'Inde, et je vais faire une liste parce que je ne voudrais pas qu'on reste uniquement focalisé sur Taïwan.
Donc Chine, Inde, Pakistan et mer de Chine, Taïwan, mais il y a aussi la Corée du Nord et la Corée du Sud qui reste un autre point chaud à surveiller. Pour vous en parler plus longuement, vous avez un panel d'experts devant vous. Je vais commencer les présentations. Monsieur l'ambassadeur Christian Lechervy, qui est là. Donc très rapidement, ancien ambassadeur au Myanmar de 2018 à 2023, ancien secrétaire permanent pour le Pacifique de 2014 à 2018 et conseiller au Centre-Asie de l'IFRI aujourd'hui. Il me semble. Voilà, vous avez aussi deux officiers de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Nicolas Rossignol, chef de département Asie-Océanie et Amérique latine à la DGRIS, et monsieur commandant capitaine de vaisseau Samuel Kéré, qui est depuis 2022 chargé d'anticipation et de synthèse au sein du CPCO, en particulier pour le Proche et Moyen-Orient et l'Indo-Pacifique. Vous avez aussi monsieur Kevin Martin, qui est ici, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique depuis 2012. Il travaille sur les stratégies industrielles des groupes de défense et l'analyse des bases industrielles et technologiques de défense, notamment émergentes, Turquie, Corée du Sud, etc. Et enfin, monsieur Michel Latché, qui va prendre la parole maintenant, qui a été le rapporteur de la 3AED sur le rapport sur l'Indo-Pacifique. Je vous laisse la parole. Bien, je dirais d'abord que la zone Indo-Pacifique correspond à un espace extrêmement étendu, bien évidemment. Et dans notre étude, nous nous sommes limités aux pays bordant l'océan Indien et la rive occidentale de l'océan Pacifique, sans y inclure les pays de l'Est africain. Alors cet espace comprend d'une part des pays majeurs comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon ou l'Australie, mais aussi de nombreux micro-États dont l'importance économique est très faible, mais qui peuvent faire l'objet de convoitises et de rivalités entre grandes puissances. La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir conservé des territoires d'outre-mer significatifs dans cette zone. Alors, il s'agit de Mayotte et de la Réunion dans l'océan Indien, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna et de la Polynésie française dans le Pacifique, ainsi que l'îlot de Clipperton et les terres australes françaises qui sont inhabitées. La présence territoriale de la France en Indo-Pacifique lui donne donc des responsabilités qui la conduisent à maintenir dans cette immense zone une présence militaire significative. Alors, quelles sont les principales rivalités et les risques de conflit dans la zone ? La situation de Taïwan représente certainement le risque majeur de conflit en Indo-Pacifique. L'île est en état de guerre avec la Chine depuis qu'elle a constitué le refuge des nationalistes Chiang Kai-shek en 1949. Et cette situation ambiguë peut provoquer une escale conduisant à un conflit majeur, car la Chine est fondamentalement attachée au concept de Chine unique et ne cesse de le répéter. Alors, au plan stratégique, Taïwan constitue pour la marine chinoise un verrou entre l'archipel japonais au nord et la succession des États philippins et indonésiens au sud pour l'accès aux eaux profondes du Pacifique. Alors, faire sauter le verrou taïwanais pour déployer directement ses forces navales en haute mer serait un succès très important pour le gouvernement chinois. Le déploiement de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins remettrait en cause la domination actuelle des États-Unis. Et de leur côté, les Américains se préparent à un affrontement avec la Chine dans le cas où celle-ci tenterait de reconquérir Taïwan par la force. Alors, autre rivalité en Indo-Pacifique, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui n'ont jamais signé de traité de paix depuis les derniers combats en 1953, et ces deux pays sont toujours théoriquement en guerre, et au cas où les hostilités reprendraient, eh bien, la Chine et les États-Unis seraient vraisemblablement impliqués. Et cette situation pourrait donc conduire à une confrontation majeure. Ces risques, d'ailleurs, de conflit à haut risque incitent aujourd'hui le Japon, pays resté résolument pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à se réarmer.
Le Japon dispose maintenant du 3e budget de défense après les États-Unis et la Chine. Et Tokyo a même récemment déclaré avoir besoin d'appui, en particulier de l'appui de l'OTAN, et affirme, entre guillemets, que la sécurité de l'Europe et de l'Indo-Pacifique sont indissociables. Alors, quel est l'impact de ces risques sur la sécurité des routes maritimes et l'économie mondiale? On peut dire que le détroit de Malacca pose sans doute le problème le plus délicat pour la sécurité des routes maritimes empruntant la zone. Il passe par Malacca au moins 20% du trafic maritime mondial total, dont 90% du trafic maritime chinois et 75% de ses approvisionnements pétroliers. Le Japon, toute l'Asie du Sud et l'Europe dépendent du libre passage dans le détroit, qui est un lieu contrôlé par une coopération entre États riverains, à savoir la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et Singapour. Mais c'est aussi actuellement un lieu de tension et une aggravation de ces tensions serait une alerte pour l'ensemble de la planète. Ces États riverains se partagent une souveraineté sur le détroit qui n'est pas une voie d'eau internationale. Et toute intervention d'un État tiers, notamment la Chine, serait un événement aux conséquences graves. Or, depuis plusieurs années, Pékin étend son influence en mer de Chine méridionale, annexant des îlots pour les transformer en bases militaires et cherche à étendre son influence jusqu'au détroit de Malacca. Autre lieu d'insécurité pour le trafic maritime mondial, le Moyen-Orient, qui fait partie de l'Indo-Pacifique. C'est une région dont dépendent de très nombreux États, et l'Europe en particulier, pour leurs approvisionnements en pétrole et en gaz. On peut rappeler d'ailleurs que les rebelles houthis du Yémen se sont attaqués il n'y a pas si longtemps à des navires utilisant les voies d'eau internationales que sont les rives de l'océan Indien et de la mer Rouge, poussant à des détournements de navires par le cap de Bonne-Espérance, malgré le surcoût encouru. Et alors, quelles alliances se mettent en place compte tenu de ces risques de conflit? L'accord AUKUS, qui est un accord entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, a été passé dans le but de doter l'Australie d'une flotte de sous-marins nucléaires de haute technologie pour remplacer ses sous-marins à propulsion du diesel. La concrétisation de cet accord, qui donnera à l'Australie de bien meilleures possibilités de surveillance, a ravivé les tensions entre la Chine et les États-Unis. Elle a eu aussi pour conséquence l'annulation par Canberra du contrat d'acquisition de 12 sous-marins français, ce qui a rendu le gouvernement français particulièrement furieux. Bien que la Chine ne soit mentionnée à aucun moment, il paraît évident que cet accord a été signé essentiellement pour répondre à la menace croissante que représente Pékin pour les signataires. Ce sentiment est fondé à la fois sur les capacités accrues de la Chine dans le domaine de la projection navale en Asie-Pacifique, mais aussi sur sa politique qui remet en cause le système mondial actuel. Alors, une fois pourvue de sous-marins nucléaires à long rayon d'action et extrêmement discrets, l'Australie pourra jouer un rôle plus actif dans la région avec les autres membres du Quad. Alors, le Quad, ce n'est pas vraiment une alliance, c'est un dialogue quadrilatéral pour la sécurité entre l'Inde, l'Australie, les États-Unis et le Japon. Alors, l'accord AUKUS prévoyant d'équiper l'Australie en sous-marin en propulsion nucléaire a pris les pays voisins par surprise et sème le doute et l'inquiétude. Historiquement, la région Asie-Pacifique, très marquée par les essais atomiques, est très attachée à la non-utilisation du nucléaire, aussi bien militaire que civil. L'anxiété est vive, particulièrement en Malaisie et en Indonésie, qui craignent qu'un affrontement se prépare avec la signature du pacte AUKUS, et beaucoup pensent d'ailleurs qu'il n'y a pas de sous-marin nucléaire sans perspective d'acquérir ultérieurement l'arme nucléaire. Alors, quels sont les risques pour la France d'être impliquée dans un conflit en Indo-Pacifique? Et quels sont les moyens militaires dont elle dispose dans la zone? Les points chauds ne manquent pas en Indo-Pacifique, mais la France n'est en fait directement partie prenante dans aucun conflit de quelque manière que ce soit. Elle est par contre dépendante, comme tous les pays du monde, et notamment comme les autres membres de l'Union européenne, du trafic qui emprunte la zone et ses détroits.
La présence militaire de la France dans la zone est réduite, mais elle lui permet cependant de participer à des actions de surveillance des zones économiques exclusives ou de secours en mer. Elle permet de marquer sa présence, notamment en participant à des exercices communs avec les pays ou les organisations régionales. Et elle permet enfin d'assurer un secours aux populations qui subissent des événements climatiques majeurs. Alors, une augmentation significative de sa présence ne lui permettrait pas d'intervenir seul dans une opération militaire majeure, mais cela lui donnerait la possibilité d'y tenir une place importante. Alors, le groupe a considéré que le minimum serait de renouveler sa flotte un peu vieillissante de frégates de surveillance mises en service dans les années 90, et ce serait ensuite le rôle d'un deuxième porte-avions de lui donner la possibilité d'intervention à tout moment, que ce soit en zone Indo-Pacifique ou ailleurs dans le monde. Alors en conclusion, on peut dire que la France a des atouts qu'elle doit utiliser et renforcer en Indo-Pacifique, à savoir ses bonnes relations avec de nombreux pays de la zone et son influence appuyée sur ses capacités industrielles, scientifiques et techniques. Alors elle doit essayer d'en tirer la meilleure partie et on a pensé qu'elle aurait besoin pour cela d'étoffer sa présence diplomatique. Voilà. Merci beaucoup pour ce panorama complet et qui adresse en fait presque l'ensemble des questions qui vont animer notre discussion. Plus précisément sur le rôle de la France que vous avez commencé et la place de la France dans la région que vous avez amorcé. Je me retourne vers nos deux capitaines de vaisseau. J'aurais deux questions pour vous. La première, très générale, quelle est la stratégie indo-pacifique de la France? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis, quels sont les moyens de cette stratégie? Voilà, je vous laisse prendre la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à intervenir et je salue mes autres camarades de ce panel. Alors en toute humilité, parce que de faire le panorama un peu politico-militaire de la zone Indo-Pacifique, c'est assez ambitieux. Je vais essayer d'être succinct. Il y a peut-être quelques oublis. Mais sortant du Shangri-La Dialogue, qui est le principal forum de la zone Indo-Pacifique, cela me donne quelques éclairages que je vais vous partager. On est effectivement dans la relation sino-américaine qui est la plus structurante pour la zone dans une reprise du dialogue après, on va dire, un point bas qui a été l'été 2022 avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Pour autant, cette reprise du dialogue qui s'incarne par les visites et le dialogue entre le président Biden et le président Xi Jinping, mais également au niveau politico-militaire, entre militaires, puisque les canaux commencent à être ouverts, ne doit pas masquer effectivement le fait que chaque camp, de manière séparée, poursuit sa stratégie de manière différenciée. Les montées de tension que l'on perçoit autour de Taïwan, mais également en mer de Chine méridionale, autour des Philippines, avec une stratégie assumée par le président philippin de transparence, mais qui peut aussi s'apparenter à une stratégie du mégaphone sur les difficultés quotidiennes générées par les différents vecteurs utilisés par la Chine. Bâtiments de garde-côte, pêcheurs, bâtiments de milices, tout ça reste entre coques blanches, ce qui permet de conserver un niveau assez bas de tension, même si on peut tous penser qu'un jour ou l'autre, ce flashpoint, cet événement générateur d'une montée aux extrêmes, se produira probablement. Et que les Chinois voient ces canaux de communication comme une manière pour les Américains de repousser encore un petit peu plus loin les limites avec lesquelles ils vont s'affirmer face à la Chine. Le deuxième point, c'est l'interconnexion des théâtres. Effectivement, les liens non plus supposés, mais maintenant réels, entre la Chine et la Russie, entre la Russie et la Corée du Nord, tendent à effectivement internationaliser le conflit en Ukraine, d'où la vigilance ou l'attention toute particulière des pays de la zone qui contribuent de manière assez significative à l'effort en soutien des Ukrainiens. Je pense notamment aux Japonais qui ont, au-delà de l'augmentation significative de leur budget, franchi un certain nombre
nombre de limites qu'il s'imposait jusqu'à présent sur l'exportation de matériel de guerre. Alors certes, vis-à-vis des Américains, mais c'est quand même des limites qui ont été, des lignes qui ont bougé de manière assez significative. Donc la semaine dernière au Shangri-La, il y a eu effectivement cette rencontre entre le secrétaire d'État Austin et puis le ministre de la Défense Dong Li, qui ont voulu, chacun en ce qui les concerne, adresser un certain nombre d'apaisements. On est vraiment dans une situation où je pense que chacun des camps a compris que les montées aux extrêmes, que les tensions étaient préjudiciables sur différents plans, y compris sur le plan économique, qu'il n'était pas nécessaire d'être plus vocal sur le sujet, même si les stratégies de dérisking ou de découpling vis-à-vis de la Russie se poursuivent. Les notions d'emploi, de soutien de la Chine à la Russie, notamment sur les biens à double usage, sont effectivement au cœur des échanges et sont liées de manière assez virulente. Je pense notamment à l'entrevue que le haut représentant Josep Borrell a eue avec le ministre chinois. Pour autant, Lloyd Austin a quand même souhaité afficher une main tendue vers une nouvelle convergence qui permet quand même d'entretenir un dialogue qui est essentiel pour arriver à décrypter les intentions chinoises, tout en étant conscient des limites des prérogatives des différents interlocuteurs que l'on a. En l'occurrence, le ministre de la Défense chinois n'étant pas membre de la CMC a un certain nombre de limites qui lui sont imposées, qui ne lui permettent pas de prendre davantage de position. Donc quel est le potentiel? Notre questionnement, c'est quel est le potentiel? Quelles sont les perspectives limitées à ce dégel, à cette reprise des négociations et comment cela va se traduire? Pour moi, il y a 3 points de tension qui ont été évoqués. Effectivement, Taïwan, j'y reviendrai sur notamment la manière dont l'investiture de William Lai a été traduite par les exercices chinois. Le deuxième point, c'est la mer de Chine, avec la situation effectivement qui se crispe autour des Philippines, mais pas uniquement. On commence à voir les lignes bouger du côté des Vietnamiens et vis-à-vis d'autres pays de la zone qui sont également concernés. Et puis la péninsule de Corée, avec le lien entretenu effectivement avec la Russie, mais également une reprise d'une coopération plus affichée entre la Russie et la Chine qui serait de nature à perturber les activités tant américaines, japonaises ou coréennes dans la zone. Mais le cœur demeure quand même cette compétition sino-américaine avec, je pense, pour le camp américain, une préoccupation très claire sur le plan capacitaire. Comment être capable de rattraper la dynamique chinoise lancée sur son inertie et qui va produire un certain nombre de moyens qui dépasse très largement ce que l'appareil industriel américain est capable de produire. Le deuxième point, c'est une poursuite de stratégie de part et d'autre. On a vu se développer différentes initiatives sous leadership américain. Je pense notamment à la trilatérale Corée du Sud, Japon, États-Unis, qui a un vrai changement culturel salué par les Américains, qui reste encore au niveau de l'intention politique et qui peine à se traduire tant sur le plan capacitaire que sur le plan de l'activité des forces, mais également le Squad, c'est-à-dire le nouvel ensemble quadrilatéral, Philippines, États-Unis, Japon, Australie, en plus des formats existants. On a parlé d'AUKUS, on a parlé également du Quad, et j'y ajouterai également le Pacifique Quad, puisque dans le Pacifique Sud, on note effectivement une très grande poussée d'influence chinoise visant à isoler l'Australie du lien et des routes naturelles qu'elle peut avoir avec Hawaï. Mais c'est également le renforcement d'un certain nombre de partenariats, je pense au Vietnam et aux autres pays de l'ASEAN, même si effectivement ces pays de l'ASEAN ont tous des réserves vis-à-vis tant de la Chine que vis-à-vis des Américains. Et la manière dont l'alliance AUKUS a été perçue est à ce titre assez révélateur, puisqu'elle a été assez mal perçue comme une alliance anti-chinoise et qu'il est difficile, tant pour les Australiens, pour les Britanniques que les Américains, que de rétropédaler pour essayer de convaincre leurs partenaires de la zone des fondements de cette alliance.
Quand on balaye effectivement le volet américain, on ne peut pas éluder le fait qu'on est dans une année électorale. Il n'y a qu'à voir le dernier discours du président Biden visant à minimiser l'importance des tensions en Corée du Nord, de manière à concentrer son action sur la Chine et sur les moyens de limiter et d'entraver cette montée du leadership chinois, en tout cas d'éviter qu'elle vienne contester la place de leadership américain. Beaucoup d'acteurs de la zone sont un petit peu préoccupés, pour ne pas dire davantage, quant à la perspective d'un deuxième mandat du président Trump. C'est le cas des Coréens du Sud, c'est le cas des Japonais et d'un certain nombre d'acteurs qui ont été marqués par la manière dont la politique américaine a été conduite pendant ces 4 premières années. Et l'objectif des Américains à l'heure actuelle, c'est bien de rassurer leurs partenaires en multipliant les initiatives visant à dérisquer effectivement ce résultat très incertain des élections, et le domaine capacitaire en fait partie. C'est ce qui fait effectivement dire à la partie chinoise que les États-Unis sont en train d'importer le concept de l'OTAN, tant sur le plan des procédures que sur le plan normatif capacitaire en Indo-Pacifique, et ce qui génère un certain nombre de tensions. Quelques mots sur le pilier 2 d'AUKUS. On a vu effectivement le programme sous-marin australien glisser, on pourrait dire sans surprise. Mais ce pilier 2 d'AUKUS, il génère également un intérêt marqué de la part d'un certain nombre de nations, je pense aux Japonais, aux Coréens, aux Néo-Zélandais, visant à fédérer les différents acteurs de cette BITD Indo-Pacifique autour de projets structurants de technologies d'avenir, et pour lequel il faudra que l'on se positionne et que l'on sache quelle est notre place tout en préservant notre modèle. Sur le côté chinois, très succinctement, avant que j'aborde la stratégie Indo-Pac, je ne voudrais pas être trop long, ou alors je me limiterai à ce panorama. On note effectivement la montée en puissance du triangle Russie, Chine, Corée du Nord, comme en témoignent les visites de Poutine, à la fois en Chine et puis à venir en Corée du Nord. Le contournement des sanctions. Le veto russe sur le panel d'experts qui permettait de mieux contrôler le respect de l'embargo sur la Corée du Nord. Et puis les liens économiques qu'entretiennent un certain nombre de pays de la zone, je pense à la Corée, au Japon, avec la Chine et avec la Russie, qui sont également des éléments structurants. Voilà, sur Taïwan, très succinctement, on est dans une phase de grignotage du statu quo. Il y a 2 grands scénarios qui sont un peu les 2 grandes options, le blocus, l'invasion, et puis au milieu, il y a cette phase 0, ce grignotage qui est actuellement à l'œuvre. Et on l'a vu lors de l'exercice qui a été mené lors de l'investiture de William Lay, avec des modalités différentes, mais à chaque fois des limites qui sont repoussées, visant à pousser dans ses cordes le partenaire taïwanais. En mer de Chine, c'est là aussi une politique du fait accompli, de zone grise, et pour lequel il faut qu'on s'interroge sur la manière dont on va être capable d'accompagner nos partenaires de la zone sans pour autant être partie prenante au conflit. Dernier point, la France dans tout cela, on a mis à jour notre stratégie Indo-Pac qui a été évoquée, tant la stratégie de défense que la stratégie française, en y intégrant la stratégie de l'Union européenne, puisqu'on commence effectivement à avoir de plus en plus de partenaires européens. C'est vrai pour les forces. C'est le cas de la mission Pégase, qui cette année sera menée avec les Allemands, avec les Espagnols, avec les Britanniques. C'est le cas des interactions qu'on peut avoir avec les Néerlandais ou avec les Italiens, mais aussi et surtout sur le plan capacitaire. C'est-à-dire que moi, nos partenaires américains, je les vois surtout comme des concurrents sur des marchés très proches des Sud-Coréens, des Japonais, et puis d'un certain nombre de pays qui pourtant ont signé des beaux contrats avec nous. Je pense notamment à l'Indonésie ou à la Malaisie. Voilà. Notre stratégie, elle se décline de manière régionale, avec 4 sous-régions: nord de l'océan Indien, le sud de l'océan Indien, le Pacifique Sud et puis le Nord-Est, la partie mer de Chine, Taïwan et Corée du Nord, avec 4 lignes d'effort principales qui, je pense, est bon de rappeler. La protection de nos territoires, de nos ressortissants et de nos zones économiques exclusives. L'Indo-Pac, c'est 80% de notre ZEE. Le renforcement de nos partenariats régionaux, et je voudrais saluer effectivement l'ouverture des négociations avec le Japon,
d'un accord d'accès réciproque qui est quand même qui va permettre de soutenir la dynamique assez forte de coopération de nos forces, et puis avec l'Indonésie ainsi qu'avec l'Inde. Et puis la protection de nos lignes de communication. Et moi, ce qui m'interpelle le plus quand on regarde effectivement devant sur la problématique de Taïwan, c'est que ce que l'on fait au sud de la mer Rouge, dans l'opération Aspides, qui est une vraie réussite européenne, peine à trouver de l'écho auprès de nos partenaires du Pacifique, parce que tout ça reste encore un petit peu loin. Puis le dernier point, c'est la défense de la liberté de navigation aérienne, maritime, et j'y ajouterai également de nos voies de communication numérique, puisque c'est un des enjeux de demain, ainsi que la lutte contre la contre-prolifération, enfin la contre-prolifération contre la Corée du Nord. Voilà, cette mise en œuvre de cette stratégie, que j'ai balayée très succinctement, elle s'articule à la fois autour des visites de haut niveau, déplacements du ministre, nos dialogues stratégiques, les réunions d'état-major, mais surtout et principalement par l'activité de nos forces, et ce qui crédibilise notre stratégie d'influence dans la zone. Donc une France qui, de ce que je comprends, peine à être une puissance d'équilibre perçue comme légitime dans la région, mais qui en tout cas reste une puissance d'initiative et de solution et qui fait beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'opération Pégase, justement. Quels sont les moyens que la France met en œuvre dans la région? Donc, d'abord, merci pour cette invitation. Merci à tous les auditeurs d'être présents, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs. Je pense que vous devez être étonnés d'entendre le compte-rendu du Shangri-La Dialogue avec l'apaisement qu'on a pu constater, alors que nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 novembre 2027 et que en ce jour de Thanksgiving, la prophétie de l'amiral Phillips Davidson s'est accomplie. La Chine a agressé les États-Unis et la guerre, si elle n'a pas été officiellement déclarée, dans les faits vient de commencer. Depuis plusieurs mois, nous assistons à une augmentation significative de la production de munitions par la Chine, ainsi qu'à un stockage important de matériel de guerre. Les actions d'intimidation de la part de la Chine ont significativement augmenté au cours des dernières années, pour atteindre en 2026 5400 pénétrations dans la ZIZ contre 1727 en 2022, l'année où, si vous vous souvenez, Nancy Pelosi a visité, s'était rendu à Taïwan, ou alors lors des exercices, des manœuvres en 2024, lors de l'investiture du président Lai. Le chemin vers la guerre est aujourd'hui inéluctable, depuis que la Chine a coulé ce matin même le task group de la Commodore Sarah Hunt, constitué de l'USS John Paul Jones, avec ses destroyers d'accompagnement, le Carl Levin et le Chang-un, en mer de Chine méridionale, au moment où les 3 Harley Burke américains impliqués dans une opération de Freedom of Navigation intervenaient sur le navire Wenrui qui transportait du matériel chinois sensible. Le renseignement américain soutient que les 3 bâtiments sont tombés dans un piège tendu par Pékin. La situation dépasse les mers de Chine, puisqu'au même moment, un pilote américain a perdu le contrôle de son F-35 au-dessus du détroit d'Hermouz et a été forcé d'atterrir en Iran. Les services de renseignement américains affirment que le pilote a été torturé. En quelques heures, les États-Unis ont subi des cyberattaques majeures coordonnées par les ennemis chinois, russes et iraniens. De plus, les Américains ont fourni du renseignement concernant les attaques de leurs 3 frégates et estiment qu'un blocus de l'île de Taïwan, voire même un assaut amphibie contre l'île, est possible dans les semaines qui viennent. Ce qui confirme les craintes nées après les discours très incisifs du président Xi Jinping lors du 21e congrès du Parti communiste chinois, le mois dernier, en octobre 2027. La Chambre des représentants et le Sénat américain, encouragés par les manifestations favorables à l'intervention militaire dans les principales villes américaines, demandent au président américain de riposter vigoureusement. Et les Américains, comme vous le savez, font appel à la solidarité de leurs alliés, en premier lieu les Five Eyes, mais aussi la France, pour qu'ils entrent dans le conflit.
Bon, bien sûr, ce contexte est complètement fictif, inspiré du livre 2034 d'Elliot Ackerman et de l'amiral Stavridis, mais d'un scénario qui est disruptif et que on a été habitué dans la dernière année à beaucoup de scénarios disruptifs. On pourrait dégager des intentions et des objectifs politiques d'une intervention potentielle française. D'abord, l'Indo-Pacifique devient aujourd'hui, en 2024, le centre de gravité mondial, avec 60% de la population mondiale qui sont autour des rives de l'Indo-Pacifique, 60% du PIB mondial, 5 membres du Conseil de sécurité présents dans la zone, 5 États dotés et 3 pays détenteurs de l'arme nucléaire. Pour nous, la France, il y a des enjeux de souveraineté. J'y reviendrai pas dans ces moments où la souveraineté est menacée dans les territoires ultramarins. De protection de nos ressortissants, puisque 1,6 million de nos ressortissants vivent dans cet espace. Des impacts sévères des crises économiques et du contexte de crise actuelle sur le trafic maritime. Le besoin donc de protéger nos intérêts et nos voies d'approvisionnement. Bien sûr, une telle crise en mer de Chine aurait fatalement des répercussions au Moyen-Orient. Et donc, nous aurions la responsabilité d'intervenir dans notre environnement proche. Enfin, il nous reviendrait en tant que membre du Conseil de sécurité d'essayer de faire abaisser le niveau de tension dans les mers de Chine. Et enfin, notre degré de solidarité avec les Américains dans un tel contexte fictif que je vous ai décrit dépendra de la montée en tension et des éventuelles preuves de légitimité, de légalité de nos actions vis-à-vis de ces acteurs. Donc le scénario que je vous ai décrit est volontairement caricatural, mais en tout cas il pourrait nous challenger peut-être un jour ou l'autre. Dans ce contexte de montée rapide aux extrêmes, la possibilité d'être instrumentalité est importante. Donc, il est important de développer des capacités d'appréciation autonome de la situation, d'être présent régulièrement sur zone pour pouvoir sentir la température et voir comment les dynamiques évoluent. Pour cela, donc, il nous faut des moyens de renseignement et cela justifie nos déploiements réguliers dans la zone. Enfin, il y aura la volonté politique et la dynamique politique du moment, le narratif qu'on pourra y mettre derrière, et puis également il faudra voir comment évoluent les crises actuelles, donc la guerre en Ukraine et proche au Moyen-Orient, qui nous donneront plus ou moins de liberté pour pouvoir agir éventuellement si on le souhaite. Le cadre juridique d'une telle opération sera compliqué. Nous n'aurons pas de mandat de l'ONU, bien entendu. La justification de la guerre pourrait dépendre de l'événement déclencheur et de l'émotion qu'il suscitera. Également, le paysage géopolitique dans d'autres régions en Afrique, ou avec des tensions qui pourraient apparaître dans notre voisinage proche. Enfin, quelle sera la balance des potentiels entre la Chine et les États-Unis au seuil de la guerre? Donc, on en a parlé tout à l'heure
d'un développement capacitaire très important. Et effectivement, on l'a vu dans la dernière année, les essais du 3e porte-avions chinois donnent à la Chine de la capacité de déployer des moyens conséquents, comme ça a été le cas dans l'exercice passé au moment de l'investiture du président Lai. Donc, avec tout ça, est-ce que nous, la France, avons la possibilité de contribuer à la résolution de la crise ? Tout seul, certainement pas. En revanche, nous avons des capacités crédibles que nous déployons régulièrement, qui nous permettront à minima de protéger nos intérêts et notre souveraineté, de créer des dilemmes, de rassurer des partenaires dans les zones déstabilisées de notre voisinage. Et donc il ne faut pas le minimiser. Certaines capacités, bien entendu, qui viennent à l'esprit, le groupe aéronaval, des plots Rafale, des capacités amphibies, des capacités importantes de l'armée de terre. Comme je le disais, il est important d'avoir une appréciation de situation autonome et une capacité d'anticipation, et les déploiements tels que Pégase, déploiement du groupe aéronaval l'année prochaine, de frégates de premier rang, nous permettent de s'inscrire dans le paysage avec des capacités qui sont réellement crédibles et appréciées de nos partenaires. Et pas seulement le partenaire américain. Voilà, quand on déploie un porte-avions au Proche et Moyen-Orient, ça crée un écho particulier, surtout qu'on a en 3 ans, actuellement on a une permanence de porte-avions américains, mais depuis entre 2021 et 2023, on n'a pas vu de porte-avions américains au Proche et Moyen-Orient. Les déploiements réguliers de nos frégates de surveillance en mer de Chine permettent de nous montrer notre attachement à la liberté d'accès aux espaces communs et de maintenir le statu quo. Certes, ce ne sont pas des moyens très armés, mais en tout cas, en ayant une attitude résolue avec une dissymétrie forte des moyens, on montre à l'ensemble de la communauté, aussi bien les Chinois que les pays d'Asie du Sud-Est, qu'on a une position équilibrée, qu'on est prévisible, qu'on fait toujours la même chose et qu'on n'est pas state-facing. En tant que membre du P5 et Sending Nation, nous participons à la mission Enforcement Coordination Cell qui vise à faire appliquer l'embargo contre la Corée du Nord. L'objectif est de reporter toute activité suspecte de navires marchands dans la zone et d'intensifier les manœuvres d'approvisionnement à couple entre navires marchands et navires nord-coréens. Donc en ceci, on assume nos responsabilités de membres du P5. Enfin, on ne fait pas que s'intéresser à ces problématiques conflictuelles, mais aussi on s'intéresse aux défis, aux menaces de notre environnement proche, la piraterie, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. On souhaite participer à gérer les conséquences de dérèglement climatique et les catastrophes naturelles, notamment dans le Pacifique Sud. Ces missions sont conduites principalement par les forces de souveraineté déployées dans le sud de l'océan Indien et dans le Pacifique. Voilà. Et enfin, en conclusion, le So What pour la France, il est important de continuer à réinvestir dans notre outil de défense, donc d'où l'importance de suivre la LPM en cours, de renforcer notre résilience nationale, car les conséquences d'une crise autour de Taïwan sera sévères, et de poursuivre nos réflexions avec des Européens capables. Je vous remercie. Merci commandant. Que ce soit en 2027, comme dans votre scénario prospectif, ou en 2049, centenaire de la révolution chinoise, la zone pourrait devenir une poudrière. Comment, Kevin Martin, cette rivalité dans la région s'exprime au niveau des bases industrielles et technologiques de défense ? Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Alors, je vais revenir sur un constat général. Déjà, rappeler un petit peu comment les bases industrielles de défense dans la région se sont développées. C'est le nerf de la guerre, c'est la hausse des dépenses de défense, tout simplement. On assiste à une hausse des dépenses de défense mondiale depuis 2 décennies, mais elles sont essentiellement concentrées avant 2022 en Asie et au Moyen-Orient, donc avec beaucoup de pays qui sont membres de la zone Indo-Pacifique. Cette hausse des dépenses de défense mondiale a entraîné quoi? A entraîné une croissance marquée des transferts d'armement, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Évidemment, les États producteurs et exportateurs historiques, comme la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays européens, sont présents sur ces marchés-là, mais ils font face, depuis maintenant quelques années, à une concurrence venant de nouveaux entrants, et notamment des acteurs de la région. Et en fait, ça a tendance à redessiner le paysage industriel de défense mondiale, et en particulier dans la zone Indo-Pacifique. Déjà, si on regarde en fait les principaux pays producteurs-exportateurs, on constate qu'aujourd'hui, aux côtés des exportateurs historiques, donc les États-Unis, la Russie et quelques pays européens, sont entrés de plein pied la Chine depuis 2 décennies, et encore plus récemment, sur la période 2015-2022, la Corée du Sud, qui fait vraiment partie aujourd'hui des principaux pays producteurs-exportateurs d'armement mondiaux. Et plus généralement, en fait, depuis 2 décennies, on assiste à un changement de paradigme assez majeur dans les transferts d'armement, qui sont marqués en fait par la volonté des États qui étaient historiquement des clients de devenir plus autonomes, plus indépendants, que ce soit en matière de conception, de production ou de maintien en conditions opérationnelles des équipements pour leurs forces armées. C'est particulièrement vrai pour la Corée du Sud, pour le Japon, pour l'Inde ou encore pour l'Australie. Pour ces États clients, en fait, la détention d'une base industrielle, et ça recoupe ce qu'on a vu sur la première table ronde, d'une base industrielle de défense, en fait, c'est considéré comme un facteur de souveraineté, évidemment, mais aussi de puissance qui est recherchée par ces acteurs-là. Ça, c'est ce qu'on voit au Japon et en Corée du Sud notamment. Et cette montée en compétence des bases industrielles des États clients, elle passe évidemment par la signature d'accords de partenariat, d'accords de gouvernement à gouvernement, avec la signature aussi d'offset, ou alors de compensation industrielle directe, qui vise en fait à soutenir le développement des industries de défense locales. Et en fait, ça dessine plus largement les coopérations armement en fait, dans la zone. Ça a permis d'une part en fait, aux acteurs européens, qui n'étaient pas forcément très présents dans la région, de s'implanter sur les marchés type coréen, Corée, Japon, Australie, parce que les acteurs européens ont été les principaux acteurs capables de répondre aux exigences de ces clients en proposant des offsets assez avantageux. Parallèlement, les États-Unis, qui sont en fait historiquement le partenaire principal de défense de ces acteurs dans la zone, et qui le demeurent, se retrouvent confrontés à une situation qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que les États-Unis demeurent le partenaire de défense majeur, y compris en matière d'industrie de défense, mais la volonté en fait d'indépendance et d'autonomie des bases industrielles de la région par ces acteurs-là suppose en fait des choix pour les acteurs de l'Indo-Pacifique dans les coopérations armement, en faveur, comme j'expliquais, des pays plutôt européens. Et ça, on le voit notamment au Japon. C'est la raison pour laquelle, notamment, le Japon a fait le choix de coproduire en fait un avion de combat en partenariat avec les Britanniques et les Italiens. On voit aussi des partenariats qui se sont très renforcés entre les acteurs coréens et les acteurs européens, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique avec la France, évidemment, et dans le domaine missilier avec des acteurs européens comme l'Allemagne. Mais plus généralement, en fait, aujourd'hui, il y a une tendance qu'en fait, on voit apparaître, c'est la nouvelle position des États-Unis, c'est un peu expliqué, un peu présenté en amont, qui fait face à des besoins capacitaires énormes dont sa base industrielle n'est pas capable de répondre actuellement. Et si, pendant longtemps, la logique américaine dans la région, la logique industrielle, en fait, s'accompagnait, en fait, via notamment le programme F-35, par la captation des ressources de production et l'intégration des pays partenaires dans un programme américain, en fait, on commence à voir apparaître une nouvelle logique de la part des acteurs américains dans la région qui vise non plus à avoir une prédation des ressources budgétaires et industrielles des acteurs de la région, mais à s'appuyer sur les ressources industrielles de la région au profit des besoins américains, notamment dans la région. Et ça, on commence à le voir dans le domaine naval, et en particulier dans le domaine du MCO,
où des premiers accords ont été signés entre la Corée du Sud et des chantiers navals coréens et les Américains, qui visent justement à soutenir le MCO des navires américains. Donc en fait, on rentre dans une nouvelle logique. Pour les acteurs de la région, même s'ils ont une volonté d'indépendance et d'autonomie, évidemment, le choix américain est un choix de politique de défense qui reste majeur, qui est inscrit dans les livres blancs pour la plupart des pays, notamment la Corée ou l'Australie ou le Japon, et qui c'est une des raisons pour lesquelles AUKUS a pu être signé avec l'Australie. Mais on voit aussi effectivement que, comme ça a été signalé, les acteurs comme la Corée et le Japon sont intéressés pour intégrer AUKUS via notamment le pilier 2, le pilier lié aux nouvelles technologies du numérique. Une des raisons principales étant qu'ils ne veulent pas être décrochés sur le plan capacitaire et sur le plan de l'interopérabilité avec les acteurs américains. Donc ça suppose aussi pour les acteurs européens industriels une nouvelle réponse à donner et à se positionner effectivement dans ce domaine-là. Et enfin, il y a un dernier élément qu'on voit apparaître dans la région, c'est les coopérations en fait entre acteurs régionaux. Et ça, c'est vraiment plutôt marqué par la Corée du Sud, qui en fait est l'acteur le plus mature sur le plan des exportations d'armement et sur le plan de la mise en œuvre d'une politique d'exportation d'armement avec un soutien export important, et qui en fait a une logique vraiment de développement international de son activité de défense. On l'a vu en Europe avec l'arrivée sur le marché européen dans le domaine de l'armement terrestre de l'objet automoteur K9 ou alors du char K2 en Pologne. Mais en fait, on le voit aussi en Asie-Pacifique, et plus spécifiquement dans la région, dans l'ASEAN, où la Corée du Sud avait, dès 2011, exporté un sous-marin à l'Indonésie, un sous-marin type Changbogo, qui fait suite à un transfert de technologie accordé par les Allemands aux Coréens. Et on voit que cette logique a été reproduite, en fait, dans le domaine de l'aéronautique de combat, qui ont poussé en fait les acteurs la Corée du Sud à chercher un partenaire international pour le développement de son programme d'avions de combat, pour des raisons à la fois budgétaires, mais aussi dans une volonté de marquer son programme comme étant un programme international, à l'image de ce qui peut se faire sur le F-35. Il y a quelques difficultés de la coopération pour l'Indonésie et la Corée du Sud sur ce programme-là, du fait des difficultés de l'Indonésie à répondre aux exigences financières. C'est un acteur qui est généralement peu fiable sur le long terme dans le domaine de la coopération industrielle de défense. Et l'exemple du programme aéronautique le prouve encore une fois. Et l'autre point, c'est qu'on voit aussi beaucoup l'Inde apparaître comme étant un acteur majeur suite au développement de sa politique Make in India depuis 2014, et qui aujourd'hui détient de véritables capacités industrielles de défense et dispose aussi de capacités qui permettent de coopérer avec les acteurs de la région, notamment la Corée du Sud, on les retrouve encore une fois ici. Côté japonais, effectivement, depuis 2014, on voit aussi un assouplissement des lois sur les exportations qui s'est très largement renforcé l'année dernière et cette année, avec l'autorisation d'exporter pour la première fois une arme considérée comme létale à travers l'avion de combat qui sera produit et qui sera développé en coopération avec les Britanniques et les Allemands. Donc en fait, on voit effectivement trois grandes logiques qui apparaissent. Le développement des coopérations interrégionales, marquées évidemment par la Corée du Sud, un changement de paradigme dans la coopération industrielle avec les États-Unis. Effectivement, le poids AUKUS joue un rôle important, mais et la volonté d'indépendance des pays de la région est un élément marquant. Et le dernier point, c'est l'intégration durable des acteurs européens sur ces marchés-là, face à ce développement à la fois régional et à la présence américaine qui va se renforcer et qui va développer de nouveaux types de partenariats avec ces acteurs-là. Merci. Ouais. Quelle perspective pour la BITDE le jour où ces BITD émergentes seront complètement indigénisées? Intéressant. Tu réponds si tu veux. Oui, alors effectivement, en fait, la volonté d'indépendance et d'autonomie de la part de ces pays offre des opportunités de coopération très importantes, que ce soit dans le domaine de la conception, le développement, la R&D, mais aussi la coproduction d'équipements de défense, mais elle entraîne également un risque qui n'est pas anodin, et on le voit avec le développement de l'industrie de défense coréenne sur les marchés mondiaux, où en fait on se retrouve face à une nouvelle concurrence d'un acteur qui développe un soutien export relativement important sur les marchés régionaux, mais également sur des marchés matures,
les marchés liés à l'OTAN, qui étaient plutôt réservés à des pays historiques exportateurs d'armement, et qui aujourd'hui permettent en fait à la Corée du Sud de développer son modèle économique et sa base industrielle. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui est de comprendre quelle est la limite en fait dans la coopération avec ces acteurs-là, parce qu'il y a évidemment des opportunités de coopération qui sont évidentes et de réexportation de matériel européen dans le cadre de programmes coréens ou de programmes étrangers japonais notamment. Mais ça suppose aussi de mettre des limites et de comprendre en fait sur quel secteur on souhaite se positionner et de vraiment comprendre la stratégie de ces acteurs-là à assez long terme. Merci Kevin. Pour clore cette partie présentation de notre table ronde Indo-Pacifique, Monsieur l'ambassadeur, quelle sera la place de la France dans l'évolution des alliances dans la région, même au-delà de 2027? Vous pouvez prendre la parole. Bien, merci de votre invitation. Je vais commencer par un point d'histoire. Je crois qu'il faut bien avoir en tête que le concept Indo-Pacifique, en réalité, il a un siècle d'existence. Ce concept émerge dans les années 1920 du côté des géographes allemands et il va prendre une connotation très politico-militaire dans les années 30 au sens véritablement d'un axe, c'est-à-dire une relation stratégique du Troisième Reich avec le Japon pour contester la présence britannique, je dirais, du Moyen-Orient à ce qui sera le commandement de Lord Mountbatten en Asie du Sud-Est. Donc, depuis un siècle, le concept Indo-Pacifique existe, irrigue la pensée géographique et militaire. Il y a une deuxième dimension qui est portée par les géographes français, à peu près également dans les années 30, et qui va se matérialiser dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise sur pied d'une organisation dédiée à l'Indo-Pacifique, avec la terminologie Indo-Pacifique, et celle-ci est consacrée à la gestion des pêches dans la zone intertropicale courant des côtes africaines aux côtes américaines. Et donc, cette organisation sera rattachée à la FAO et vivra sous son nom Indo-Pacifique jusque dans les années 80. Donc le concept, il est aussi, je dirais, dans des dimensions des défis globaux et notamment ceux de l'environnement. Et c'est au cœur, au fond, de la stratégie française maintenant de plus de 70 ans. Au-delà de cette question, je dirais, historique, je pense qu'il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est un point d'orthographe. Je ne suis pas professeur de français, mais de temps en temps, derrière l'orthographe se cache un certain nombre de visions du monde. Comment écrit-on le terme Indo-Pacifique? Si vous avez la curiosité de regarder la littérature française en français et en anglais, si vous avez la curiosité de le regarder comment ça s'exprime en anglais chez nos partenaires, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'écrit pas de la même manière. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que la concordance, probablement géographique, et la concordance des objectifs politiques n'est pas la même. Alors, il y a plusieurs manières de l'écrire, y compris en français. La première manière, c'est de le concevoir comme un tout. Donc, on l'écrit un I minuscule, Indo-Pacifique, en un seul mot. Donc, on l'aborde comme un espace unique. Ce n'est pas forcément évident quand on regarde une planisphère, mais on lui donne aujourd'hui cette dimension, je dirais, globale, au travers d'une réunion qu'a imaginée et fait partager le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en instaurant un dialogue Indo-Pacifique entre les États membres de l'Union et la plupart des pays de la région. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce mécanisme fonctionne sur une base annuelle. Et pour des raisons à la fois politiques et pratiques, ces réunions ministérielles s'adossent sur les réunions ministérielles annuelles des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avec les pays de l'ASEAN. Donc on est dans une logique Indo-Pacifique dont la centralité institutionnelle et politique se trouve quelque part avec les partenaires des 10 ou 11 pays de l'ASEAN. Mais quand le concept Indo-Pacifique apparaît, quand vous dialoguez avec les autorités politiques régionales, elles s'interrogent immédiatement pour savoir si vous écrivez Indo-Pacifique avec un I majuscule, un I minuscule, un P majuscule, un P minuscule. Et il faut bien concevoir que dans un premier temps,
notamment à l'initiative des Américains, on a l'impression que l'Indo-Pacifique, ça s'écrit avec un I majuscule et un P minuscule. En effet, dans la stratégie américaine, dans un premier temps, il s'agit d'essayer d'associer la puissance démocratique et maritime indienne à l'approche de la contingence, de la montée en puissance de la Chine. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la préoccupation américaine est en train de basculer, je dirais, de l'importance et de l'intégration de l'Inde dans l'approche régionale vers un P majuscule qui lie, je vais y revenir, les intérêts américains avec les pays d'Asie du Nord-Est, la Chine, la Corée et le Japon. Alors, pour la France, qui est un pays biocéanique, évidemment, nous avons la tentation d'écrire Indo-Pacifique avec un grand I et un grand P et un tiret entre les deux. Et je pense que c'est probablement, mais ça n'engage que moi, l'écriture qui est la plus appropriée, y compris pour souligner, je dirais, notre qualité d'État résident. Et dans cet État résident, évidemment, il y a la nécessité de valoriser l'intégration régionale des territoires d'outre-mer qui ont été évoqués. Une fois dit ce point, je crois qu'il faut s'interroger sur l'écriture avec nos partenaires européens. Un intervenant précédemment disait qu'il y avait une stratégie française qui avait été complétée par une stratégie européenne. Là aussi, regardons comment les Européens écrivent Indo-Pacifique. Je pense que très objectivement, ils l'écrivent avec un I majuscule et un P minuscule. Il est à peu près certain que la plupart de nos partenaires européens n'ont aucune idée que nous avons des intérêts du côté de Clipperton et, je dirais, de la nécessité de prendre en considération dans nos stratégies indo-pacifiques les dimensions latino-américaines, qu'elles soient mexicaines, dans le conflit frontalier, même s'il a été tranché par les instances internationales, ou la proximité du Chili avec la Polynésie française. Et la raison pour laquelle nos partenaires européens écrivent Indo-Pacifique avec un I majuscule, c'est qu'évidemment leur capacité d'action, leurs préoccupations majeures sont quelque part autour de ce qu'on appelle en anglais l'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire le Proche et le Moyen-Orient. Et il est vrai que aujourd'hui, la confrontation qui peut exister avec les Houthis nous amène mécaniquement sur ce terrain-là. Et vous avez bien vu que nous avons fait le choix d'intervenir ensemble dans ce domaine, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans la lutte contre la piraterie maritime il y a quelques années. Maintenant, je voudrais signaler 3 évolutions qu'il nous faut prendre en compte, qui ne sont pas exclusives de celles qui ont été évoquées précédemment. La première, c'est un renforcement de la politique américaine et au fond, une volonté américaine d'écrire Indo-Pacifique dans sa dimension essentiellement pacifique, liée à la sécurité de Taïwan. Parce que s'il y a un des rares sujets, je dirais, consensuels entre les démocrates et les républicains, c'est au fond le scénario que nous a présenté le commandant Kerry. La perspective d'un conflit avec la Chine est une évidence et il faut donc s'y préparer. Et donc les Américains sont en train, je dirais, d'accorder une importance majeure à l'articulation entre leurs dispositifs en Extrême-Orient. N'oublions pas quand même qu'on est en train de parler d'à peu près de 50 000 GIs qui sont répartis entre la Corée du Sud et le Japon. Mais surtout, cet espace de l'Asie du Nord-Est s'articule avec les territoires américains du Pacifique, selon un axe que je dirais on pourrait tracer du territoire de Palau jusqu'à Hawaï. Mais dans cette logique-là, pour les Américains, le cœur de leur stratégie indo-pacifique, elle est quelque part autour de Guam. Et on voit bien que les investissements majeurs faits par le département d'État et par Indopacom portent sur cette région. Sauf erreur pour le budget 2024, on est sur près de 4,7 milliards de dollars américains d'investissements qui permettent à la fois de rafraîchir ou relancer la mise en place d'aéroports qui avaient existé, notamment celui de Tinian aux Mariannes du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout la défense antimissile, qui est la priorité des priorités du gouvernement américain. On a beaucoup ergoté ces derniers mois sur
les blocages des budgets au Congrès sur l'Ukraine et Gaza, Israël, pardon, à juste titre, mais il y avait une enveloppe tout à fait considérable sur le territoire micronésien, au sens non seulement des territoires américains, mais aussi de ceux avec lesquels les États-Unis sont liés, je dirais de Kiribati au Marshall en passant par les États fédérés de Micronésie. Alors cette politique américaine articulée vers le Pacifique Nord, et j'allais dire Nord-Est, est un élément qu'il nous faut prendre en compte parce que c'est un lieu où une confrontation de nature nucléaire est susceptible d'intervenir. Et donc pour toute stratégie française dans la région, non seulement nous allons prendre en compte la relation avec un allié qui s'appelle les États-Unis, mais aussi une politique pacifique qui doit nous importer à prendre en considération cet espace micronésien. La deuxième évolution sur laquelle je voudrais insister, c'est que nous assistons dans toute la région à la mise en place de mini-latéralisme. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a une multiplication du côté américain, mais pas seulement, je vais y revenir, de mettre sur pied des plateformes interétatiques sur des formats restreints. Alors on les a évoqués déjà. Japon, États-Unis, Corée. Japon, États-Unis, Philippines. Quad. AUKUS. Et j'allais dire singulièrement le pilier 2 de l'AUKUS, qui est à mon sens beaucoup plus important que le pilier 1, même si nous avons quelques aigreurs d'estomac quand nous parlons du pilier 1, mais le pilier 2 porte bien en son sein, et tout à fait officiellement depuis 2023, sur l'ouverture au Japon, au Canada, en Nouvelle-Zélande. Le changement de gouvernement a changé ça. Probablement d'autres pays d'Asie, et peut-être quelques pays européens qui pourraient, sur les logiques de base industrielle, s'y intéresser également. Mais il n'y a pas seulement que les Américains qui mettent sur pied ces mini-latéralismes, même si ça concerne non seulement l'Asie-Pacifique, mais aussi l'Asie de l'Ouest. Les Américains ont mis sur pied un mécanisme qu'on appelle dans nos langages I2U2, l'Inde, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Mais nous faisons la même chose du côté français. Nous avons mis en place des triangles avec l'Australie et l'Inde, avec l'Inde et les Émirats, avec un micro-régionalisme un peu extensible qui s'appelle depuis 2003 les sommets France-Océanie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos adversaires stratégiques font la même chose. Les Chinois, en premier lieu, avec les Russes, ça prend des formes différentes. Ça prend la forme du Belt Road dans la mer d'Arabie et les détroits d'Ormuz. Ça prend aussi de plus en plus ce qu'on appelle dans notre verbiage le RINC, c'est-à-dire ce mécanisme, je dirais un peu informel, qui existe pour soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine avec Russie, Iran, Chine et Corée du Nord. Donc on a un mini-latéralisme qui prend forme et dans lequel nous participons. Le dernier point, je crois, quand on parle de la région Indo-Pacifique, c'est qu'il faut être très conscient que la plupart de nos partenaires dans la région font deux choses. Ils multicardinalisent leurs relations. Et la Corée du Sud est un excellent exemple de cela. Il y a quelques jours, on tenait un sommet Corée du Sud-Afrique. Un sommet Corée du Sud-Pacifique. Et donc il y a des sous-régionalisations qui font que la Corée du Sud est devenue un partenaire global. Le Japon de même. Et ces mécanismes sous-régionaux, ils ont une importance accrue du côté français parce qu'ils associent nos territoires d'outre-mer. Dans le dialogue qui existe de manière bilatérale entre le Japon et les États souverains du Pacifique, vous avez le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est la même chose avec la Corée, c'est la même chose avec Singapour, c'est la même chose avec l'Indonésie. Et donc nous sommes face à des partenaires qui multicardinalisent leurs relations. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous sommes aussi avec des partenaires qui de plus en plus veulent faire du nini.
être ni complètement des alliés des États-Unis, ni des partenaires stratégiques de la Chine. Et je crois que c'est un point qu'il nous faut évaluer avec beaucoup de doigté, parce qu'il peut y avoir des décalages très importants entre les efforts d'intégration qui sont voulus par les gouvernements et leurs opinions. Et là, je crois que nous sommes face à une situation qui est totalement nouvelle, parce que ce ni-ni, il est incompatible avec un conflit majeur s'il effectivement s'installe l'idée qu'il y aura bien un conflit à court terme. Alors on peut débattre sur les dates avec la Chine populaire. En tout cas, pour ce qu'on pourrait appeler l'extrême Occident, cela fait en sorte qu'il y a une imbrication, le commandant Rossignol l'a évoqué, entre les deux théâtres, et que cette imbrication passe par une relation probablement à bâtir, qui est extrêmement compliqué, très sensible politiquement et stratégiquement, mais entre l'OTAN et un certain nombre de partenaires d'Asie-Pacifique. Alors dans notre verbiage, on appelle ça les 4 AP, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais n'oublions pas que ces pays ont parfois payé un prix du sang très élevé dans les conflits de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la Première Guerre mondiale, qu'ils ont été à nos côtés dans la plupart des conflits du Proche et du Moyen-Orient, je dirais de la guerre d'Irak numéro 1 à la guerre en Afghanistan, où aujourd'hui sont des pourvoyeurs d'armement non négligeables pour la guerre en Ukraine, dans le domaine des munitions, dans le rapport franco-australien, de manière indirecte pour ce qui concerne la Corée du Sud. Et donc ce qui est nouveau, c'est cette imbrication stratégique, et évidemment, elle fait l'objet de dénonciations sous des formes diverses et variées. On parlait du Shangri-La Dialogue. Les autorités chinoises présentes ne se sont pas privées de voir dans les mini-latéralismes que j'évoquais les prémices d'un OTAN asiatique. Et il y a quelques heures, le commandant d'Indo-PACOM disait que si cet OTAN asiatique existait, il dormirait beaucoup mieux. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Merci aussi d'avoir rappelé, comme le disait Pierre Grosser, que l'histoire du monde et l'histoire des guerres mondiales s'est faite en Asie. Je pense qu'on a quelques minutes peut-être pour prendre des questions courtes et pertinentes et percutantes. Pas besoin de rappeler vos brillantes carrières en guise d'introduction, mais on pourra en prendre quelques-unes. Merci. Alors, pour être très court, on a vu tout l'aspect stratégique, militaire, politique. La Chine a présenté les routes de la soie en 2013, on en avait parlé. On parle souvent des 2 premières. En fait, il y en a 3. Numérique. Quel est l'impact pour vous de la 3e qui quand même commence à fonctionner avec des gels successifs et où, bon, c'est peut-être qu'une partie de l'année, mais c'est une réalité. Sur les nouvelles routes de la soie, donc terrestres, maritimes, numériques, l'important... Ah oui, la route du Nord. Mais l'important avec ce concept, qui d'ailleurs en fait est presque mort pendant le Covid, qui est en train de renaître aujourd'hui, c'est au-delà de ce qui se passe en fait, parce que les partenariats existaient déjà dans la région, et il faut les regarder en fait sur chaque partenariat, ce qui marche, ce qui est accepté, ce qui ne marche pas. Ce que la Chine par contre a réussi à faire, c'est modifier durablement son cadrage et la vision qu'on a de la région. C'est-à-dire que le principal attrait pour la Chine avec ce concept de nouvelle route de la soie, c'est de modifier nos perceptions. Après, en tout cas selon, après je laisserai la parole, mais les nouvelles routes de la soie ont largement périclité sur un ensemble de projets, n'ont pas été acceptés par la population, et la guerre en Ukraine a rebattu les cartes complètement de ce projet. Mais il reste plein de choses, notamment au niveau numérique. C'est pour ça que je pensais à ça. Oui, en Arctique. Bon, après, enfin, je
parlerai de ce qu'on observe au cours des toutes dernières années. Je n'ai pas connaissance de déploiement d'unités chinoises dans le Grand Nord. Par contre, son déploiement, c'est peut-être pas forcément les routes de la soie, mais ses déploiements réguliers sur la façade est de l'Afrique et ouest de l'Afrique, et également son intérêt pour l'Amérique du Sud, montrent que ils ont une stratégie globale, hein, que de plus en plus ils vont loin, ils s'investissent dans des projets d'infrastructures portuaires un peu partout dans le monde. Et donc il y a une réelle volonté d'expansion, de sécurisation de leur voie maritime, et puis d'influence militaire et de coopération partout dans le monde. Donc je ne peux pas dire si c'est lié en tout cas au concept de route de la soie, mais il y a une réelle volonté d'avoir une puissance globale qui se manifeste aussi par ce biais-là. L'un des intervenants a un commentaire sur l'intervention assez récemment annoncée de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. C'est pire. L'un des intervenants pourrait-il commenter l'intervention qui était annoncée il n'y a pas très longtemps de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, donc en Indo-Pacifique? Bon, je vais essayer de répondre à votre question. Les relations de l'Azerbaïdjan avec, je dirais, les différents groupes indépendantistes de nos territoires est un phénomène déjà assez ancien, qui a trait en particulier à la présence d'un certain nombre de ces groupes indépendantistes auprès ou au sein des institutions du mouvement des non-alignés. N'oubliez pas que le FLNKS est un partenaire associé du mouvement des non-alignés. Donc c'est une fréquentation qui est déjà ancienne, qui ne concerne pas seulement la Nouvelle-Calédonie. Ça a été dit il y a quelques jours. Il y a eu des contacts également du côté polynésien, et puis aussi d'autres territoires de la République, y compris une grande île de Méditerranée. La deuxième dimension, c'est que, évidemment, ces liens ont été avivés par les positions que nous avons prises sur le Haut-Karabakh. Et donc il y a un effet d'aubaine de développer cela et d'essayer de le porter, je dirais, à la fois visuellement, mais aussi dans un ensemble d'enceintes multilatérales. Je pense notamment au comité de décolonisation des Nations Unies. Donc c'est pas un problème totalement nouveau. Évidemment, il fait la une parce que nous avons vu des drapeaux azerbaïdjanais à l'occasion d'abord de la venue du ministre des Armées à Nouméa pour la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, qu'il y a eu des journalistes qui ne ressemblaient pas vraiment à des journalistes qui couvraient l'événement ou participaient aux événements de manifestation, et que ça s'est renouvelé au moment du développement des violences de ces dernières semaines. Il faut prendre ça en compte, mais ce n'est pas le seul acteur, je dirais, de ce type sur ce dossier-là depuis quelques décennies. Je pense que c'est une question qui aurait pu aussi être posée à la table ronde précédente sur l'influence. Et ce qui est sûr, c'est que les États, nos partenaires dans la région, regardent notre façon de gérer la crise en Nouvelle-Calédonie. Et que peut-être que cette gestion de crise va rentrer en contradiction avec notre narratif d'un Indo-Pacifique libre et ouvert et démocratique.
Alors, je me permettrai juste de rebondir en disant que quand on regarde l'Indo-Pacifique dans sa globalité, la caisse de résonance des événements de Nouvelle-Calédonie est assez dissymétrique. Il y a une forte résonance, c'est vrai, dans le Pacifique Sud, auprès de nos partenaires australiens, néo-zélandais, qui s'est un petit peu crispé autour du rapatriement des ressortissants et qui ensuite est redescendu, puisque eux aussi sont confrontés à cette problématique vis-à-vis des populations autochtones. Dans le reste de l'Indo-Pacifique, la volumétrie, elle est quand même assez faible. On a testé un certain nombre de tâches de défense, de manière à leur dire, voilà, quelle est votre perception? Et finalement, c'est un sujet qui n'est pas venu nous mettre directement en fragilité, même si on sera observé sur la manière dont on va être capable de reprendre le dessus et d'aller de l'avant avec les discussions à venir sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Bonne question. Oui, permettez-moi de poser une question qui ne s'adresse pas aux marins. C'est la rivalité qui se développe entre la Chine et l'Inde, ou l'Inde et la Chine. Le côté bilatéral n'étant pas évident. C'est quelque chose qui est trop peu abordé dans le contexte français. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Non, mais je crois que j'ai quand même compris l'idée. C'est vrai qu'on a tendance, en tout cas dans le débat médiatique, à se focaliser sur Taïwan, alors que, bon, avec la session nationale, on est allé en Inde et le discours anti-chinois en Inde, il est très fort. Les tensions sont très fortes, même si ils sont très dépendants aussi. Hein. Qu'il y a des moyens d'action, notamment de la Chine, dans les plateaux himalayens sur l'eau en Inde qui sont très importants. Donc c'est un point d'attention. Et puis on se souvient du Ladakh en 2020. Après, la place de la France dans ce conflit-là est relativement restreinte. Après, voilà. Enfin, moi, je suis pas entièrement marin. Je suis à l'état-major des armées. Et mon camarade est à la DGRIS, donc il n'est pas non plus complètement marin. Enfin, on a du sel dans nos veines qui coule encore. Mais en tout cas, dans mon travail au quotidien, on travaille en interarmée. Et après, tout est affaire je parlerai pour ce qui concerne le MA. On regarde les choses en fonction de nos intérêts. Donc là, on n'a pas d'intérêt direct dans ce conflit frontalier. Forcément, on le regarde attentivement. Enfin, ça nous intéresse puisqu'on a des relations particulières avec l'Inde et que c'est toujours intéressant si on voit un haut représentant militaire indien, de savoir quelle est sa relation avec, enfin, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Ça nous aide aussi à comprendre le monde par ailleurs. Après, dans l'aspect dans la gestion des opérations interarmées, il y a une question aussi d'accès renseignement, et on a un certain nombre de capteurs qui ne sont pas illimités. Donc on oriente nos capteurs en fonction d'un certain nombre de priorités qui sont clairement définies et qui correspondent à là où on a des intérêts. Les intérêts sont avant tout la protection de notre souveraineté et de nos ressortissants, et puis après un certain nombre d'intérêts économiques. Donc après et puis après des rivalités de puissance actuelles que vous connaissez tous, clairement la Russie. Donc forcément vous aurez là une idée de là où on fournit notre effort. Donc on ne peut pas être partout. Mais forcément, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe parce que ce sont aussi des leviers qu'on peut avoir, des compréhensions intéressantes entre deux acteurs majeurs de la zone Indo-Pacifique qui s'affrontent à terre et très loin de la mer. Et voilà.
Monsieur l'ambassadeur, peut-être. Oui, nos implications, parfois, il faut les regarder au travers de détails et qui ont l'importance pour nos partenaires. Premier élément, dans la compétition que vous évoquiez, il y a une dimension terrestre de premier plan, je dirais sur l'ensemble de l'arc himalayen, et elle a tendance à s'étendre géographiquement. En particulier, depuis quelque temps, la Chine a décidé de réécrire la géographie de ce qu'elle appelle le sud du Tibet, qui, dans le territoire indien, s'appelle l'Uttar Pradesh, avec une redéfinition du nom des villages, une redéfinition du nom des montagnes, la redéfinition des rivières, et de contester de manière assez systématique toute modernisation des infrastructures de transport. On est dans des zones himalayennes, donc une partie du transport se fait par hélicoptère. Et donc toutes les coopérations que nous pouvons avoir dans le domaine, dès qu'ils amènent la Chine des personnels et des matériels à très haute altitude, les Chinois regardent ce que nous faisons avec les Indiens et dans un certain nombre de cas, ne cachent pas leur mécontentement sur ce que nous pouvons livrer ou développer comme coopération. Parce qu'évidemment, ça a une finalité qui est celle de l'affirmation de la souveraineté indienne sur ce territoire. Et il est clair que il y a une tentation du côté chinois à la fois de réécrire l'histoire, mais aussi d'essayer de séparer autant que possible les 5 provinces sœurs du nord-est de l'Inde du reste du territoire. Deuxième dimension qui peut être liée à des implantations que nous connaissons bien. La mise en place de facilités navales chinoises à Djibouti sont regardées évidemment avec une très grande préoccupation du côté indien, y compris au travers de le fait que les bâtiments qui peuvent être déployés à Djibouti sont employés dans des exercices, comme j'évoquais tout à l'heure, comme celui du Belt Sea, avec les Russes et les Iraniens, dans un espace qui est absolument central dans le transport et les intérêts indiens, a fortiori quand le Premier ministre est quelqu'un originaire du Gujarat. Évidemment, la mer d'Arabie, pour un Gujarati, dans un monde commerçant, ça a son importance stratégique et j'allais dire au cœur de son identité politique. Donc les implantations chinoises dans l'océan Indien, elles sont très importantes. Il y en a une qui fait l'objet évidemment d'un débat très compliqué aujourd'hui, qui est l'évolution des installations indiennes aux Maldives, que le nouveau gouvernement, suite à une élection que personne ne conteste, a entraîné un retournement d'alliance. Donc la présence dans l'océan Indien et la manière dont les Chinois abordent l'océan Indien est important. Et j'observe que les Chinois, dans leur approche de l'océan Indien, font aussi ce que les Occidentaux font partiellement, c'est-à-dire qu'ils construisent des plateformes de dialogue que l'on dit inclusives, mais qui sont exclusives. Par exemple, ils ont mis en place une plateforme de dialogue sur l'océan Indien qui exclut l'Inde, mais associe de grands États de l'océan Indien comme l'Afghanistan, le Népal et le Bhoutan. Et quand vous êtes indien, vous comprenez très bien ce que ça veut dire, surtout si cette réunion qui se déroule à Kunming, au Yunnan, se tient au même moment qu'une réunion ministérielle, ou un peu avant une réunion ministérielle des États de l'UEORA, donc cet assemblement des États riverains de l'océan Indien. Donc je crois, au travers de nos implantations et du dialogue politique qu'elles peuvent susciter, au travers des exportations d'armement et des transferts de technologies, nous nous trouvons de fait impliqués, tout simplement parce que c'est la volonté des acteurs. Alors après, il y a une hiérarchisation, mais il ne faut pas sous-estimer cette dimension, et c'est la raison pour laquelle on a toujours considéré que nos exportations de technologies et d'armement, c'est bien des actes politiques et stratégiques. Bien la raison pour laquelle on a théoriquement dans la loi l'interdiction, sauf exception, d'exportation des matériels de guerre et des technologies à caractère dual. De ce point de vue-là, le texte de 1939 reste un élément que l'on ne doit pas perdre de vue, parce que certains de nos partenaires d'Asie, je dirais, jouent plus avec le feu en la matière, se préoccupant plus des résultats commerciaux que du caractère politique ou stratégique de leurs exportations. Je pense que...
Ouais, mais je pense que dans cette zone-là, on regarde aussi quels sont nos intérêts et nos préoccupations. Nos intérêts, ils sont centrés autour de nos outre-mer, de nos ressortissants, de nos zones économiques exclusives et des lignes de communication stratégiques qui traversent ce nord-ouest de l'océan Indien. Pas pour autant qu'on n'a pas une attention toute particulière sur effectivement les relations que la Chine entretient avec le Pakistan, avec l'Afghanistan, la manière dont elle étend son influence autour de l'Afrique, tant à l'est qu'à l'ouest. Et il va falloir effectivement, puisqu'ils ont plus de bateaux, eh bien, on s'habitue à les voir plus souvent sillonner les océans comme on a pu le faire par le passé pour envoyer un certain nombre de messages et soutenir leur diplomatie. Simplement, ils ont des moyens qui sont bien plus supérieurs aux nôtres. L'Inde a une attention particulière, effectivement, envers cette influence chinoise sur la façade est de l'Afrique et en est particulièrement préoccupée. C'est la raison pour laquelle on a des partenariats qui commencent à poindre sur l'utilisation notamment de la Réunion comme point d'appui pour des échanges d'avions de patrouille maritime en échange d'implantation ou de passage sur les îles Andaman qui nous intéressent à l'ouvert du détroit de Malacca. Mais effectivement, on essaye d'accompagner cette rivalité qui va effectivement se développer et s'incarner au cours d'un certain nombre de tensions probablement à venir, mais qui reste tributaire de la manière dont l'Inde va être capable d'avancer ses pions dans l'ensemble de l'océan Indien. Des questions sur le chat? Oui, peut-être une question sur le scénario de confrontation US-Chine. Est-ce que, alors, vous disiez, Monsieur l'ambassadeur, que c'était un point commun entre les démocrates et les républicains. Comment est-ce que vous imaginez les années qui viennent en ce qui concerne la stratégie US vis-à-vis de la Chine? Est-ce que on va vers un containment plutôt pacifique ou est-ce que l'on va vers la préparation d'un conflit? Bon, j'ai beaucoup fait de prospective dans ma carrière et j'ai toujours pas trouvé la boule de cristal, donc je ne veux pas complètement avoir la réponse à votre question. Ce que j'observe, c'est que les Américains font un gros effort pour essayer de structurer leur coopération opérationnelle avec les pays de la région. D'abord en redistribuant leurs points d'appui, notamment aériens. Je pense que c'est la conséquence de la modernisation non seulement de l'arsenal chinois, mais aussi de l'arsenal nord-coréen. Il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, les missiles balistiques nord-coréens sont susceptibles de frapper le territoire de Guam. C'est un tiers de la capacité des sous-marins nucléaires américains, sauf erreur, qui sont basés sur ce point d'appui. Donc, il y a nécessité de distribuer le soutien aéroportuaire dans le Pacifique insulaire et en Asie du Sud-Est. Le deuxième élément, je pense pour les Américains, c'est de s'assurer qu'un blocus de Taïwan ne sera pas possible. Et donc l'investissement qui est fait sur Okinawa au nord et sur les Philippines plus au sud est tout à fait majeur. C'est un retournement par rapport à la politique engagée des années 80. Alors on n'est pas en train de réinstaller la base de Clark ou de Subic Bay aux Philippines, mais quand même quand on regarde la distribution de une dizaine de bases d'aéroports militaires qui sont dorénavant accessibles à l'armée américaine, ils sont quasiment tous dans le nord des Philippines. Et donc c'est assurer qu'ils auront les moyens d'intervention. N'oublions pas quand même qu'il y a des traités, traité de Washington liant les Philippines aux États-Unis. Alors il a un langage qui évoque non pas l'Asie du Sud-Est ou la mer de Chine, mais le Pacifique occidental. Et là, les explications des termes vont avoir leur importance. Et puis le dernier élément, c'est de se réengager
réengagé dans une relation vers l'Asie vers le Nord avec l'Australie. C'est la raison pour laquelle le volet AUKUS 1 et là pour le coup est très important, même s'il va prendre du retard par rapport aux premières annonces. Merci. Quid de l'OTAS? Je n'en ai pas entendu parler. Quid des câbles sous-marins? Merci. L'OTAS, c'est un beau sujet. L'organisation a été dissoute au milieu des années 70. Les Philippins s'en sont formellement retirés. N'oublions pas que l'armée philippine a participé directement aux opérations pendant la guerre du Vietnam, dans des zones particulièrement difficiles, dans la zone des tunnels de Cu-chi. Le général Ramos, qui a présidé les Philippines, était un de ceux qui a été un acteur sur ce terrain. Pour ce qui concerne le traité fondateur de l'OTAS, lui n'a jamais été dénoncé. Et donc il y a une petite interrogation politico-juridique sur ce sujet-là, qui n'est pas complètement nouvelle. Lors des dernières grandes offensives qui avaient été lancées par l'armée vietnamienne contre la résistance cambodgienne le long de la frontière thaïlandaise, rappelons-nous, dans les années 80, il y avait cette crainte que l'armée vietnamienne, soutenue par l'Union soviétique, puisse se lancer dans une opération en domino sur l'Asie du Sud-Est. Et donc les Thaïlandais avaient interrogé sur la validité du traité de Manille. Et donc tout le monde avait regardé ça, je dirais pas avec une grande attention, parce que personne ne croyait vraiment que l'armée vietnamienne irait au-delà des Dong Krek et des Phnom Malay. Néanmoins, cette question existe. Elle existe aussi, paradoxalement, du côté vietnamien. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, sur l'OTAS, c'est pas Hanoï qui a signé le document, c'est la République du Sud-Vietnam. Et à plusieurs reprises, les Vietnamiens, alors des intellectuels liés à différentes structures du type think tank rattachés à l'académie militaire vietnamienne, ont posé cette question-là. Je pense que c'est pas totalement anodin. Il y a une manière juridique d'y répondre, il y a une manière politique. Je pense que c'est plutôt la manière politique qui définira la position, mais le traité lui-même n'a jamais été aboli. C'est une question aussi intéressante parce que quand on regarde la géographie de l'OTAS, au fond, elle est déjà la géographie de l'Indo-Pacifique, puisque ça couvre du Pakistan à la Nouvelle-Zélande. Et c'est une question pour nous parce que s'est posée dans les années 50 la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie était couverte par le traité. Je note que cette question revient dans le débat intellectuel aux États-Unis. Et sur le débat pour la construction d'un OTAN asiatique, qui est aujourd'hui un projet un peu imaginaire quand même, il y a eu des échanges qui ont vraiment allumé les réseaux sociaux il y a quelques mois, d'un important think tank de Honolulu qui disait mais au fond il faut pousser l'OTAN parce que l'OTAN ne garantit pas. Enfin, le traité fondateur de l'OTAS ne garantit pas la protection des territoires américains. Et c'est vrai qu'au moment où l'OTAS, par exemple, a été créé, Hawaï n'était pas partie intégrante du territoire américain, puisque Hawaï devient le 50e État des États-Unis en 1959. Donc pendant la période de l'OTAS, mais pas au moment du traité fondateur. Donc j'observe que la question que vous posez, un certain nombre de think tankers très proches du Pentagone se la posent aujourd'hui, et vraiment sur les réseaux sociaux, il y a à peu près un mois, ça a agité beaucoup de monde, ce qui montre une fois encore que la question des territoires insulaires du Pacifique est au cœur de la stratégie américaine, et c'est d'autant plus vrai pour l'administration sortante. Le président Biden a organisé avec les territoires insulaires du Pacifique 3 sommets en 18 mois, ce qui est tout à fait considérable dans un agenda présidentiel, a fortiori du président des États-Unis. Ouais, je me permettrai juste de rebondir pour dire que quand on discute avec les pays insulaires du Pacifique, ils refusent cette logique de bloc. Et on les rejoint, on a un vrai point de convergence politique. Parce que pour eux, la menace existentielle,
c'est celle du changement climatique. Et ils n'ont aucune envie d'être obligés de choisir entre les États-Unis et la Chine. La réactivation de l'OTAS, et on voit bien que c'était un des avantages que souhaiterait pousser la partie américaine, et c'était dans le discours de Lloyd Austin au Shangri-La Dialogue, dire voilà, face à l'isolement de la Chine, moi j'ai un grand nombre de partenaires que je vais essayer de fédérer. Pour autant, l'annonce d'AUKUS a été vécue comme un vrai traumatisme par les nations de l'ASEAN, avec la crainte de voir s'otanéiser l'OTAN, enfin l'ASEAN ou l'ADMM+. Et donc ce rejet de cette logique tournée vers la Chine, puisque si nous on se revendique comme une puissance d'équilibre, on a également des partenaires dans la zone, et je pense que c'est l'Union européenne qui décrit très bien la Chine, qui sont partenaires économiques de la Chine, mais également concurrents, rivales stratégiques et rivales systémiques. Et donc on voit bien que les Américains, que les Chinois essayent d'isoler en ne parlant volontairement que d'Asie-Pacifique pour exclure les États-Unis de la zone, en les considérant comme une puissance extra-régionale perturbatrice, eh bien, ont du mal à fédérer, tant sur le plan diplomatique, d'où les initiatives de minilatéralisme plutôt que de multilatéralisme, mais également sur les choix capacitaires qui sont faits par un certain nombre de nations. Oui, sur les câbles sous-marins. Sous quel angle vous pensez, enfin, sous quel angle vous voulez, vous avez besoin d'éclaircissement Je dirais à titre général, bon, qui s'y intéresse, qui peut avoir intérêt à les perturber, qui peut avoir intérêt, à contrario, à conserver leur intégrité. Est-ce que nous, la France, nous sommes concernés dans cette affaire ? Si vous permettez. Les câbles sous-marins, le développement de nouveaux câbles sous-marins, c'est essentiel pour connecter, je dirais, l'ensemble des pays d'Asie du Nord-Est avec les pays d'Amérique du Sud. Et alors à la fois parce qu'il y a la nécessité d'avoir plus je dirais, de capacité, mais aussi de ne pas être dépendant des câbles, je dirais, nord-sud, de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Quand vous regardez où ces câbles entre le Japon et l'Amérique du Sud, entre la Chine et l'Amérique du Sud passent, vous faites une ligne droite et tous passent dans l'espace de la Polynésie française. Et donc nous sommes directement concernés par, je dirais, le hub polynésien. N'oublions pas que vraiment le cœur du triangle polynésien, c'est la Polynésie française. Donc il y a cette dimension, je dirais, stratégique, parce que aussi l'Amérique du Sud reconnaît, je dirais, tisse des relations économiques et commerciales grandissantes avec l'ensemble des pays d'Asie du Nord-Est. Le deuxième élément, c'est que nous avons besoin de connecter les territoires insulaires entre eux. Aujourd'hui, un des câbles qui nous intéresse est celui entre le Vanuatu et les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Que ce soit pour la Calédonie ou la Polynésie, nous avons besoin, je dirais, de nouvelles capacités et de doubler, je dirais, de sécuriser par des redondances les câbles. Ce qui est vrai pour les territoires français, il l'est aussi pour les États souverains. Et donc il y a beaucoup de coopération qui s'engage en la matière. Et je crois que ces besoins, il nous faut les traiter de trois manières. La première, c'est d'éviter que sur les transits de données, il y ait des acteurs malveillants, privés ou publics, qui viennent ponctionner des éléments d'information. Et évidemment, c'est un enjeu militaire majeur. Il y a un enjeu aussi industriel. Il n'y a pas tant de pays qui ont des capacités aujourd'hui d'installer des câbles. Un des principaux câbliers en la matière a son port d'attache à Nouméa. Il concourt non seulement à la mise en place des câbles pour le territoire français, mais aussi pour l'ensemble des pays asiatiques de la région. La dernière dimension, c'est que si les câbles sont coupés,
les télécommunications dans la région sont non seulement plus chères, mais sur des volumes beaucoup plus limités. Et donc, il est évident qu'on a besoin de développer de nouvelles capacités. Et ce que j'observe, c'est que ce sont des acteurs privés qui aujourd'hui sont les promoteurs de ça, et notamment Google, qui est quasiment le principal investisseur, si mes souvenirs sont bons, en tout cas dans les nouveaux projets. Donc c'est nécessairement un dialogue qui nécessite des échanges entre pays affinitaires, des concurrences assez féroces d'un point de vue commercial, structurantes pour le moyen long terme, et dans lequel nos territoires sont directement concernés. Avec évidemment des différences, parce que dans le secteur des télécoms, il n'y a pas eu de transfert, par exemple, pour Wallis et Futuna, c'est de la responsabilité de l'État. Pour les autres territoires, c'est une compétence territoriale. Mais la plupart de ces projets ont besoin de financements multilatéraux, que ce soit Banque asiatique de développement, Banque mondiale, ou ce que nous avons fait, par exemple, pour le câble qui relie les Samoa à Wallis et Futuna, un financement européen et un financement de l'Agence française de développement. Donc évidemment, avec nos partenaires européens, c'est un élément à prendre en compte. Après, sur la coupure à des fins militaires de ces câbles, je dirais ça c'est un enjeu dans le Pacifique, mais pas seulement. Non, et puis vous avez pu, il y a une rupture accidentelle finalement avec le Rubimar dans le détroit de Bab el-Mandeb qui a partiellement coulé à un moment, donc à l'automne 2023, qui a dérivé, qui avait son ancre qui raclait le fond et qui a arraché un câble. Donc il peut y avoir de la malveillance, mais il y a aussi des accidents, et ce sont des vulnérabilités. Il y a aussi dans la maîtrise des câbles, il y a la partie immergée, puis il y a aussi les nœuds qui sont à terre, l'endroit où on a l'appairage, et ça, il y a un endroit qu'on connaît où les Chinois ont une présence forte, et la maîtrise des lieux. Donc c'est effectivement un problème pour nos communications dont il faut tenir compte. Je pense qu'on pourrait continuer les échanges longuement sur cette méta-région qui concentre beaucoup d'intérêt pour les Français, mais aussi pour le monde. On peut continuer les échanges autour du cocktail. Et je remercie d'abord l'ensemble des intervenants de cette table ronde, et puis la 3AED pour l'organisation de ce colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, merci à tous pour ce débat très intéressant.